existe des destins qui semblent écrits avant même que leurs protagonistes ne prennent leur première inspiration. Des vies qui, dès le départ, portent en elles ce mélange troublant de lumière et de fragilité, de rébellion et de grâce, d'appel du monde et de silences intérieurs. Jean-Paul Belmondo est de cela. Avant de devenir Bébel, le visage le plus libre, le plus insolent, le plus humain du cinéma français, il fut d'abord un enfant comme les autres. Ou peut-être pas tout à fait. Parce que chez lui, dès les premières années, on devinait déjà ce mélange de force et de douceur qui allait bouleverser des générations entières. Né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, dans une France encore fragilisée par les échos de la Première Guerre mondiale et qui s'apprêtait, sans le savoir, à affronter une deuxième tragédie historique, Jean-Paul Belmondo grandit dans un univers artistique presque sacré. Son père, Paul Belmondo, est alors un sculpteur réputé, admiré dans les cercles parisiens, tandis que sa mère, Madeleine, enseigne la peinture, autant dire qu'il respirait les arts à chaque seconde. Les odeurs de pierre fraîchement taillées, de plâtre, de pigments, les discussions passionnées sur la beauté, la forme, les couleurs, tout cela a façonné le regard du petit Jean-Paul, un regard vif, curieux, avide d'observer et de comprendre. Mais ce que l'on ignore souvent, c'est que l'enfance de Belmondo, loin d'être un long fleuve tranquille, fut marquée par la fragilité du corps. Le jeune garçon, turbulent, solaire, mais souvent malade, souffrait d'infections à répétition. La scarlatine lui laisse un corps affaibli, plus lent à se rétablir que celui des autres enfants. Peut-être est-ce là que naît, sans qu'il le réalise encore, la première étincelle de sa formidable combativité. Lui qui deviendra une icône de force, d'énergie, de cascades insensées, commence sa vie comme un enfant fragile. Déjà, une contradiction qui façonnera sa légende. À l'école, il s'ennuie, les cadres rigides, les règles, la discipline lui pèsent rapidement. Jean-Paul est fait pour le mouvement, pour le rire, pour l'insolence douce. Ses professeurs se plaignent de son indiscipline, de son incapacité à rester en place, de son goût évident pour les distractions et les répliques sarcastiques. Il n'est pas méchant, juste débordant d'une énergie brute qui ne demande qu'à éclater. Son père, homme discret et profondément sensible, observe tout cela avec une certaine tendresse. Il reconnaît dans son fils une force intérieure, une sorte de feu sacré, même s'il ne sait pas encore dans quel domaine celui-ci s'exprimera. Sa mère, plus stricte, tente d'encadrer ce tempérament, mais rien n'y fait. Jean-Paul n'est pas un enfant que l'on enferme dans un cadre. C'est pourtant dans cette indiscipline que se construit une personnalité hors norme. Une personnalité qui, plus tard, au cinéma, explosera littéralement à l'écran. Si les bancs de l'école ne parviennent pas à canaliser ce garçon, un autre univers va le faire. Le sport, et plus précisément, la boxe. À l'adolescence, Belmondo découvre les rings avec fascination. La sueur, l'effort, les coups, la stratégie, la façon dont l'on doit écouter son corps, le pousser, le dépasser, tout cela le captive. Et pour la première fois, il trouve un terrain où sa fougue, son énergie et son absence de peur deviennent des qualités. Il devient boxeur amateur. Et il est doué, incroyablement doué, au point que certains voient en lui un espoir, sa façon de se mouvoir, d'anticiper et d'encaisser. On y retrouvera plus tard cette allure physique unique qui fera sa marque de fabrique au cinéma. Le corps en avant, l'œil rieur même dans l'adversité, la tête haute même après un coup. Mais la boxe, aussi passionnante soit-elle, n'est pas destinée à durer. Un jour, après un combat difficile, le jeune Belmondo regarde son visage tuméfié dans un miroir. Et il comprend. Il a 16 ans. Sa vie devra prendre un autre chemin. Ce moment, il le racontera plus tard avec son humour légendaire. « J'étais beau, j'avais pas envie de finir en viande hachée. » C'est presque par hasard qu'il se tourne vers le théâtre. Il suit un ami lors d'un cours d'art dramatique sans grande conviction. Mais dès qu'il met le pied sur scène, quelque chose d'inexplicable se produit. Il ressent une énergie nouvelle, différente de celle de la boxe mais tout aussi intense. Cette sensation d'exister pleinement, de vibrer, de se transformer, la scène devient son nouveau ring. Et cette fois, il n'a pas à éviter les coups. Il doit les donner avec les mots. Mais dans la France conservatrice du milieu du XXe siècle, ce n'est pas un choix facile. Les écoles d'art dramatique sont exigeantes, parfois cruelles. Belmondo, avec son visage déjà un peu cabossé, ses airs de gamin insolent, son allure de mauvaise graine sympathique, détonne parmi les aspirants acteurs plus classiques, plus élégants, plus conformes. On lui répète qu'il n'a pas le physique du héros. Certains vont jusqu'à se moquer. Avec une tête pareille, tu ne feras jamais carrière.
Ces humiliations, loin de le briser, deviennent le carburant de sa volonté. Il s'inscrit au Conservatoire de Paris. Et là encore, il bouscule les codes, il refuse de jouer avec la rigidité imposée par certains professeurs. Il cherche la vérité, la spontanéité, l'émotion brute. Ses camarades oscillent entre fascination et exaspération. Personne ne lui ressemble. Ce qui frappe, c'est son intensité. Cette manière d'être pleinement vivant sur scène, d'habiter son corps, de donner tout ce qu'il a, une énergie presque animale mais jamais vulgaire. C'est sa marque. Une marque que le cinéma n'a encore jamais vue. Loin de l'image du comédien nanti, les premières années de Belmondo sont une période de lutte. Il vit dans des appartements minuscules, enchaîne les petits rôles, les cachets dérisoires, les refus. On lui propose souvent des rôles de voyous, de petits malfrats. On le cantonne à son physique, mais il s'en moque. Il joue les rôles qu'on lui donne, les habite, les transcende, et peu à peu sa présence se fait remarquer. C'est son jeu, son naturel déconcertant, cette façon de ne jamais sembler réciter un texte, de devenir littéralement le personnage qui attire l'attention de certains réalisateurs audacieux. Et puis arrive le tournant. À la fin des années 1950, un jeune réalisateur encore inconnu, Jean-Luc Godard, cherche un acteur pour incarner un personnage complexe dans un film encore plus déroutant, À bout de souffle. Un film qui va bousculer tous les codes du cinéma traditionnel. Godard voit Belmondo et comprend instantanément. C'est lui. Ce mélange de virilité nonchalante, de charme sauvage, de regard à la fois moqueur et profond. Il est unique, il est neuf, il est l'avenir. Et Belmondo, qui n'a encore jamais tenu un rôle de cette ampleur, ne se doute pas que sa vie est sur le point de changer. Son destin d'acteur, son image et même sa propre légende se jouent ici. Avec À bout de souffle, c'est une révolution. Belmondo explose à l'écran. Il saute, marche, fume, sourit, improvise, séduit, provoque. Il n'est pas dans le film. Il est le film. Un nouveau type de héros vient de naître, libre, moderne, insolent, charismatique sans effort. Du jour au lendemain, Jean-Paul Belmondo devient une icône. Son visage orne les affiches, les magazines, les rêves d'une génération. Il n'est plus simplement un acteur, il est un symbole, celui d'une liberté absolue, d'une France qui change, d'un cinéma qui ose enfin sortir de ses carcans. Mais derrière ce succès foudroyant, se cache un homme qui doute encore, qui se demande s'il mérite vraiment tout cela, qui lutte contre l'idée d'être enfermé dans une seule image. Car si Belmondo est devenu un mythe, il n'a pas encore montré toute la profondeur de ce qu'il peut offrir au monde. Et personne, à ce moment-là, ne se doute que derrière ce sourire éclatant, derrière cette énergie vitale, derrière ce charisme dévastateur, se cache déjà la première ombre, celle de la fragilité humaine, celle d'un destin qui connaîtra des sommets vertigineux, mais aussi des chutes, des douleurs, et une fin qui bouleversera des millions de personnes. Car l'histoire de Jean-Paul Belmondo n'est pas seulement celle d'un acteur de génie. C'est l'histoire d'un homme qui a aimé trop fort, vécu trop vite, risqué trop souvent. Un homme qui a offert tout ce qu'il avait au cinéma et qui, en retour, a payé un prix terriblement élevé. Et ce prix, le monde entier le comprendra beaucoup trop tard. Le succès de À bout de souffle n'a pas seulement propulsé Jean-Paul Belmondo au firmament du cinéma français. Il a déclenché un véritable séisme culturel. La France, à la fin des années 1950 et au début des années 1960, traverse une mutation profonde. Le vieux monde vacille. Les jeunes veulent respirer, aimer, briser les carcans étouffants, et Belmondo devient, presque malgré lui, le visage de cette révolution silencieuse. Après son rôle inoubliable sous la direction de Godard, les propositions affluent. Le cinéma, avide de renouveau, voit en lui un acteur capable d'incarner tout ce que la société fantasme. L'audace, la liberté, l'anticonformisme. Les salles se remplissent dès que son nom apparaît sur une affiche. Les réalisateurs de la nouvelle vague, comme Truffaut, Chabrol ou Melville, le considèrent comme un matériau brut d'une rare puissance. Même les metteurs en scène traditionnels comprennent qu'il représente une nouvelle forme de virilité, plus naturelle, plus moderne, plus humaine. Pourtant, malgré ce tourbillon, Belmondo reste fidèle à ce qu'il est. Un homme simple, énergique, amoureux de la vie, de la bonne humeur, mais aussi farouchement indépendant. Il ne veut pas être enfermé, catalogué. Alors que certains acteurs de l'époque rêvent d'Hollywood, lui
prend ses décisions selon son cœur, ses envies, ses impulsions. C'est cette liberté totale qui le distingue et qui, paradoxalement, le rapproche du public. Car Belmondo incarne cette France populaire, chaleureuse, rieuse, qui ne triche pas. La décennie est un véritable triomphe. Des films comme L'Homme de Rio, Pierrot le Fou, Le Voleur, 100 000 $ au soleil, ou encore Borsalino font de lui une star mondiale. Le public est fasciné par sa capacité à tout jouer. Le drame, la comédie, le romantisme, le film policier, le burlesque, rien ne lui résiste. Mais surtout, ce qui impressionne le plus, c'est sa propension à réaliser lui-même ses cascades, souvent au bord du danger. Belmondo grimpe, saute, court sur les toits, se suspend à des hélicoptères, roule à toute vitesse. Il met son corps en péril pour offrir au public des scènes authentiques, vivantes, vibrantes. C'est sa signature. Une signature qui plaît autant qu'elle inquiète. On raconte que, sur certains tournages, les membres de l'équipe préféraient détourner les yeux plutôt que de le voir se jeter dans le vide avec un simple câble. Mais lui riait, heureux comme un enfant. Pour lui, la vie devait se vivre intensément. Peut-être trop intensément. Le charme de Belmondo est aussi celui d'un homme qui ne triche pas. Il n'y a pas de calcul, pas de message caché, pas d'effort pour plaire. Tout semble couler naturellement de lui. La séduction, l'humour, la désinvolture, l'élégance sauvage. Avec lui, la vie semble simple, belle, lumineuse. Pourtant, dans cette lumière, certaines ombres commencent déjà à apparaître. La vie sentimentale de Jean-Paul Belmondo est à l'image de sa carrière. Intense, mouvementée, imprévisible. Son charme magnétique attire les regards, les cœurs, les passions. Les femmes tombent sous le charme de son sourire espiègle, de sa générosité, de sa douceur cachée sous ses airs de voyou tendre. Il se marie d'abord avec Élodie Constantin, avec qui il aura 3 enfants, Patricia, Florence et Paul. Mais très vite, les tournages, la célébrité, les sollicitations, les décalages, les nuits interminables d'un acteur toujours en mouvement font naître des tensions. Belmondo aime profondément, mais il vit à 100 km/h. La stabilité lui échappe. Lorsque sa relation avec l'actrice Ursula Andress éclate au grand jour, la presse s'enflamme. Elle est l'une des femmes les plus désirées du monde. Lui, l'icône masculine par excellence. Leur relation, passionnée mais tumultueuse, est scrutée par tous. Ils s'aiment, s'affrontent, se déchirent. Leur amour brûle trop fort pour durer. Après, elles viendront d'autres femmes, d'autres passions, d'autres blessures. Belmondo, malgré son aura de rock indestructible, souffre en silence. Derrière le sourire charmeur se cache un homme sensible, parfois fragile, profondément affecté par les ruptures, la distance avec ses enfants, les remords de l'absence. Car être un monument du cinéma, c'est aussi être un homme constamment arraché à ce qu'on aime. À partir des années 1980, Belmondo opère un virage dans sa carrière. Il se tourne davantage vers le théâtre, son premier amour, où il excelle avec un naturel désarmant. Ses pièces triomphent, ses représentations affichent complet. Mais ce retour aux planches, s'il lui offre une satisfaction artistique immense, cache aussi une vérité plus sombre. Belmondo commence à ressentir les premiers signes d'usure physique et émotionnelle. Les cascades qu'il a effectuées durant des décennies ont laissé des traces. Son corps, malgré l'apparence robuste, souffre. Des douleurs persistantes, des blessures mal soignées, des chocs répétés. Il encaisse comme il l'a toujours fait. Mais le temps, implacable, commence à lui rappeler ses limites. À cela s'ajoute une solitude sourde. La star adulée par des millions de personnes vit souvent des moments de silence déchirants. Ses enfants ont grandi, ses amours sont derrière lui, ses amis se font rares, le public ne voit que le sourire. Mais dans les coulisses, Belmondo connaît des moments de doute, d'angoisse, de fragilité. L'année 2000 marque un tournant tragique. À 68 ans, Jean-Paul Belmondo est victime d'un accident vasculaire cérébral massif. Un AVC d'une violence telle qu'il aurait pu l'emporter en quelques minutes, mais il survit. Il survit, mais il n'est plus le même. Cet homme qui a défié les toits, les vitres, les hélicoptères, la vitesse, la gravité, se retrouve soudain immobilisé, prisonnier de son propre corps. Lui qui a toujours vécu dans le mouvement se retrouve cloué, dépendant, vulnérable. Sa parole est altérée, ses gestes sont difficiles, son énergie semble brisée, le monde du cinéma est sous le choc. Les Français pleurent, les journaux parlent de drame, de fin d'une légende, de disparition annoncée. Mais Belmondo refuse la fatalité.
refuse la pitié, refuse que sa vie s'achève ainsi. Pendant des années, il lutte, sans bruit, sans plainte, sans plainte. Il réapprend à parler, à marcher, à rire. Sa force de caractère, cette même force qui l'a poussé à se battre sur les rings et sur les plateaux de tournage, devient son arme la plus précieuse. En 2009, contre toute attente, Belmondo revient au cinéma dans Un homme et son chien. Son visage porte les stigmates de l'accident. Son corps peine à suivre, mais son regard est intact. Ce regard rempli d'humanité, de tendresse, d'une profondeur bouleversante. Le film divise, mais l'émotion est immense. La France voit réapparaître son héros, marqué, transformé, mais vivant contre toute logique, contre toutes les statistiques médicales. Cet acte de courage absolu est salué comme un miracle. Mais cette renaissance fragile ne peut durer éternellement. Le corps de Belmondo, déjà meurtri par le passé, s'affaiblit inexorablement. Les années suivantes sont marquées par des épisodes de fatigue, des difficultés respiratoires, des chutes, des moments de souffrance silencieuse. Belmondo continue néanmoins de sourire. Entouré de quelques proches fidèles, il profite de chaque instant, de chaque lumière, de chaque rencontre, mais la fin approche, une fin qu'il affronte avec la même dignité que toute sa vie. Il est des jours où l'histoire semble s'arrêter. Des jours où le silence se répand comme une onde sourde dans tous les foyers, où un pays entier retient son souffle le 6 septembre 2021, la nouvelle tombe, Jean-Paul Belmondo est mort. L'icône, le sourire de la France, l'homme aux 1000 vies, s'est éteint paisiblement dans son appartement parisien. La nouvelle se propage en quelques minutes. À la télévision, les journalistes tremblent presque en l'annonçant. Sur les réseaux, les messages affluent. Les radios modifient immédiatement leur programmation. Les chaînes bouleversent leur grille. La France, une fois encore, se retrouve unie dans une émotion rare, pure, profonde, car Belmondo n'était pas une star. Il était un frère, un ami, un compagnon de route silencieux dans la vie de millions de personnes. Depuis son AVC, en 2001, l'acteur menait un combat quotidien, un combat souvent invisible, loin des projecteurs. Entouré de quelques proches, il vivait avec courage, avec pudeur. Il n'aimait ni se plaindre, ni parler de sa souffrance. Il préférait sourire, prendre la main de ceux qu'il aimait, raconter une anecdote, évoquer une scène de tournage. Mais son corps, lui, s'affaiblissait jour après jour, les médecins le savaient, sa famille le voyait, son entourage le ressentait. Le géant indestructible, l'homme qui avait fait trembler les toits de Paris, ne pouvait plus lutter contre les années, cette maladie lente et cruelle qui éteint peu à peu les forces d'un homme. Les derniers mois furent un mélange de douceur et de fragilité. Il parlait moins, riait moins fort, mais son regard restait le même, lumineux, tendre, profondément humain. Il recevait ses enfants, ses petits-enfants, ses amis fidèles, et chaque visite semblait être un adieu discret, un remerciement silencieux pour la vie qu'il avait tant aimée. Bébel est parti, un choc national. Lorsque son avocat, Michel Godest, annonce la nouvelle, les mots semblent irréels. Il était très fatigué depuis quelque temps, il s'est éteint tranquillement, paisiblement, tranquillement. Mais pour la France, l'annonce n'a rien de paisible. C'est un tremblement, un séisme émotionnel. Les journaux titrent « La fin d'un monde ». Le dernier des géants, un héros s'en va. Dans les rues, les terrasses, les cafés, les gens parlent de lui comme d'un membre de leur famille. On a grandi avec lui, c'est mon enfance qui s'en va. Il était notre joie, notre force. Car Belmondo n'incarnait pas seulement le cinéma. Il incarnait la France elle-même, son humour, sa gouaille, son courage, sa légèreté, sa folie douce, son humanité. Le 9 septembre 2021, un événement rarissime se produit. Le président Emmanuel Macron décide d'organiser, en l'honneur de Jean-Paul Belmondo, un hommage national aux Invalides. Le même lieu où repose Napoléon, le même lieu où la nation pleure ses héros. Le soir tombe, la cour d'honneur est silencieuse. Des drapeaux tricolores flottent, le cercueil de Belmondo, recouvert d'un grand drap bleu, avance lentement. Un silence impressionnant s'empare de la foule. Certains pleurent ouvertement, d'autres retiennent leurs sanglots. Tous comprennent qu'ils assistent à un moment historique. Le président prononce un discours bouleversant. Il fut à la fois le héros et l'ami que chacun rêvait d'avoir. Il est immortel car il fait désormais partie de notre histoire. Le public applaudit longuement. Certains disent que cet instant restera gravé dans la mémoire collective comme l'un des plus grands hommages rendus à un artiste français. Des extraits de ces films sont projetés.
On entend sa voix, ses répliques, ses rires, on revoit ses cascades folles, ses courses sur les toits, ses regards amoureux, ses gestes tendres. La France rit un instant, puis retombe dans les larmes, car ce que l'écran montre n'existe plus, ou du moins, plus dans la chair. Sa famille, discrète, digne, apparaît meurtrie mais solide. Sa fille Stella, si jeune, tient la main de sa mère. Ses autres enfants, Paul et Florence, pleurent leur père avec cette pudeur typiquement familiale. On sent la douleur immense, insondable. Belmondo, malgré sa gloire, était avant tout un père, un grand-père, un homme affectueux, généreux, qui prenait plaisir à raconter des histoires et à distribuer des sourires. Certains témoignages bouleversent. Il avait toujours un mot pour rire, même dans les pires moments. Ce qui me manque le plus, ce n'est pas la star, c'est le papa, le vrai. Celui qui me disait « je t'aime » en me serrant très fort. Son dernier amour, Barbara Gandolfi, avec qui il avait vécu une relation tumultueuse, reste silencieuse. La douleur qu'elle porte n'est pas publique, mais elle est réelle. Belmondo avait aimé intensément et chacun de ses amours avait laissé une trace. Les acteurs, réalisateurs, techniciens, danseurs, écrivains, sportifs, des centaines rendent hommage à celui qu'ils considèrent comme un modèle de courage et de générosité. Alain Delon, bouleversé, déclare d'une voix tremblante « C'est une partie de ma vie qui s'en va ». Les médias américains parlent du « French King of Cool ». Les Italiens le décrivent comme l'homme qui faisait rire même les murs. Les Japonais, fascinés depuis toujours par sa liberté, organisent des séances spéciales de ces grands films. Jamais un acteur français n'avait réuni autant d'émotions au-delà des frontières. La mort de Belmondo n'est pas seulement la fin d'une carrière, c'est la fin d'un monde, d'un style, d'une époque où la liberté respirait encore au cinéma. L'héritage, un sourire gravé dans la pierre du temps Belmondo, laisse derrière lui bien plus que des films. Il laisse un modèle de vie, une manière d'exister, une philosophie. Il nous apprend que la vie doit être vécue intensément. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. L'humour est une arme plus puissante que n'importe quelle cascade. La gentillesse n'est jamais un signe de faiblesse. L'élégance véritable, c'est la simplicité. Il laisse un héritage cinématographique immense. Plus de 80 films, des rôles cultes, des scènes légendaires, des répliques devenues mythiques. Ces films continuent d'être étudiés dans les écoles de cinéma, car Belmondo n'était pas seulement un acteur, il était un langage du corps, du sourire, du regard, un langage qui ne vieillira jamais. Un adieu, mais jamais une fin. Dans les années qui suivent sa disparition, ces films sont rediffusés sans cesse. Les jeunes découvrent Bébel comme si c'était un ami moderne. Les plus anciens revivent leurs souvenirs. Les cinémathèques organisent des rétrospectives. On donne son nom à des rues, à des écoles, à des salles de cinéma. Dans les interviews posthumes, ses proches continuent de raconter des anecdotes, des moments drôles, tendres, inattendus. On dit que Belmondo pouvait transformer un moment banal en moment magique, qu'il avait ce don rare, faire du bien aux gens, juste par sa présence, et au fond, n'est-ce pas cela le véritable génie? Ce qui reste, les larmes et le sourire. Il y a des morts qui écrasent, des morts qui font mal, des morts qui laissent un vide impossible à combler. Mais il y a aussi des morts qui laissent un héritage lumineux, des morts qui, paradoxalement, apportent encore de la vie. Belmondo appartient à cette catégorie rare. Sa disparition arrache des larmes. Oui, des larmes sincères, profondes, presque enfantines. Mais derrière ces larmes, un sourire demeure le sien, celui que personne n'oubliera. Celui qui, à chaque relecture de L'As des As, de Pierrot le Fou ou de L'Homme de Rio, renaît miraculeusement Jean-Paul Belmondo est mort. Mais son rire, sa fougue, son âme continuent de vibrer. Dans nos mémoires, dans nos écrans, dans nos familles, dans nos histoires. Et tant qu'il y aura un spectateur pour sourire en voyant sa démarche, sa voix, sa joie, il ne mourra jamais vraiment. Il arrive parfois qu'une vie dépasse la simple existence humaine pour se transformer en légende. Jean-Paul Belmondo fait partie de ces êtres rares dont l'empreinte ne s'efface jamais, même lorsque le corps s'éteint. Sa disparition n'a pas seulement laissé un vide dans le cinéma français, elle a créé une fracture émotionnelle dans le cœur de tous ceux qui, un jour, avaient souri, ri, pleuré, vibré devant l'un de ses films,
Le monde entier a senti ce froid particulier qui accompagne la perte d'un être cher, même si cet être cher ne nous connaissait pas personnellement. C'est cela, la magie des géants. Ils entrent dans nos vies sans frapper à la porte, et lorsqu'ils partent, ils emportent avec eux un morceau de notre histoire. Jean-Paul Belmondo aura été bien plus qu'un acteur. Il aura été un souffle, une énergie, une façon de regarder la vie avec un mélange de courage, d'insolence, d'humour et de générosité. Il nous a appris que les héros ne portent pas toujours une cape. Parfois, ils portent un sourire, une cigarette oubliée au coin des lèvres, un regard malicieux qui semble dire « T'inquiète, on va s'en sortir ». Ce sourire-là, aucun adieu ne pourra jamais l'effacer. Aujourd'hui, alors que la poussière du temps commence doucement à recouvrir les annonces officielles, les hommages publics et les cérémonies nationales, ce qui reste vraiment, c'est l'émotion. C'est cette petite pointe de nostalgie qui surgit lorsqu'on tombe par hasard sur un extrait de l'As des As, lorsqu'on entend sa voix chaude et familière prononcer une réplique culte, lorsqu'on revoit ces cascades folles qui défiaient la gravité comme si la vie n'était qu'un éternel terrain de jeu. Et c'est précisément pour cela que Belmondo ne mourra jamais parce qu'il continue de vivre en nous, parce que nos rires, à travers les décennies, prolongent son existence. Parce que chaque fois qu'un jeune découvre ces films pour la première fois, un fragment de Bébel renaît quelque part, c'est là l'immortalité véritable. Celle que l'on ne demande pas mais que les autres nous accordent par amour. Pourtant, il nous incombe une responsabilité, celle de ne pas laisser s'éteindre la mémoire de ce géant, de transmettre son héritage, de raconter ses exploits, de montrer à nos enfants et petits-enfants ce qu'était un acteur qui jouait avec son cœur, avec ses tripes, avec toute son âme. Dans un monde où les images se consomment et se jettent à vitesse grand V, honorer Belmondo, c'est ralentir un instant pour se rappeler ce qu'est la vraie émotion, celle qui traverse les époques et les modes sans perdre un seul gramme de sa force. Si vous avez vibré en lisant son histoire, si vous avez ressenti un pincement au cœur en retraçant son parcours, si vous partagez l'idée que les légendes ne disparaissent jamais vraiment, alors je vous invite de tout cœur à continuer ce voyage avec nous. Sur cette chaîne, nous faisons vivre la mémoire des artistes, des icônes, des destins extraordinaires qui ont façonné notre culture, notre sensibilité et notre imaginaire collectif. Nous plongeons dans leur vie, leurs blessures, leurs triomphes, leurs secrets, leurs vérités parfois cachées derrière les projecteurs. Nous racontons leurs combats contre le temps, leur quête de sens, leur besoin d'être aimés. Car derrière chaque star se cache un être humain. Et derrière chaque être humain, une histoire qui mérite d'être racontée. Alors, si vous souhaitez poursuivre cette exploration passionnante, si vous aimez découvrir la face cachée des destins exceptionnels, si vous voulez que les grandes voix du passé continuent de nous guider dans le présent, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien n'est pas qu'un simple clic, c'est un geste symbolique, une manière de dire que vous faites partie de ceux qui refusent d'oublier. Une manière de garder allumée la flamme des grands récits, ce qui nous rappelle pourquoi nous aimons le cinéma, pourquoi nous aimons les artistes, pourquoi nous aimons la vie. Laissez un commentaire, partagez vos souvenirs, vos émotions, vos scènes préférées de Belmondo. Chaque témoignage compte, chaque mot fait vivre encore un peu l'homme derrière la légende. Et ensemble, nous continuerons d'honorer sa mémoire, de faire résonner son rire, de célébrer sa force, sa tendresse, sa liberté. Merci d'avoir pris le temps de lire ce récit. Merci de continuer à faire vivre ceux qui nous ont tant donné. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires, pour rester avec nous dans ce magnifique voyage à travers les vies qui ont façonné notre imaginaire parce qu'au fond, le cinéma n'est qu'un miroir. Et grâce à des géants comme Belmondo, ce miroir nous montre le plus beau de nous-mêmes.